Chronique intitulée Taxation universelle à 15% entre éthique, justice et équité, par Éric Gardner de Béville, juriste international et membre du Cercle Montesquieu. Parlons aujourd'hui de cette taxe universelle dont il a beaucoup été question ces derniers mois. Tandis que les projecteurs de la fiscalité, de l'éthique et de la morale se tournent vers les GAFAMA, c'est-à-dire les géants du numérique que sont Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et Alibaba, les doigts accusateurs commencent à être de plus en plus nombreux pour pointer et sanctionner les sociétés qui ne payent pas ou pas assez d'impôts. Et c'est ainsi qu'est née l'idée d'une nouvelle taxe dite universelle pour contraindre ces sociétés en particulier, mais aussi toutes les sociétés en général, au paiement d'un impôt minimum. Les GAFAMA ont été, certaines plus que d'autres et depuis quelques années, la cible de beaucoup d'accusations et d'ignominies en tout genre. Évasion fiscale, abus, scandales, paradis fiscaux, usurpation, etc. Toutes les pires calomnies, insultes et réprobations ont fusé dans la presse grand public, les médias quotidiens et même les bancs de l'Assemblée nationale en France. Il est vrai que cela peut choquer d'apprendre que des sociétés et des dirigeants n'ont non seulement pas payé d'impôts, mais certains ont de surcroît reçu des crédits d'impôts, ce qui équivaut à un taux d'imposition négatif permettant de ne pas payer d'impôts les années suivantes. Et c'est ainsi que, par exemple, la multinationale Nike, fabricant de chaussures et articles de sport, qui a eu un chiffre d'affaires cumulé en 2018, 2019 et 2020 de 4,1 milliards de dollars, a eu un taux d'imposition de moins 18. Oui, moins 18. Et cette information vient du quotidien américain New York Times. Autres exemples, les sociétés Google, Amazon, Facebook et Starbucks, entre autres. Elles n'ont pas payé d'impôts, ou très peu, malgré des chiffres d'affaires importants au cours des 5, 10 ou 15 dernières années. Même si cela peut surprendre, il faut préciser que ces sociétés n'ont rien fait d'illégal. Elles ont tout simplement profité, parfois au maximum, parfois un peu abusivement, de diverses réglementations nationales et européennes qui permettent aux sociétés d'agir de la sorte impunément. Dès lors, si ces sociétés n'ont rien fait d'illégal, comment est-il possible qu'elles ne payent pas d'impôts et qui donc est responsable de cette situation? La réponse se trouve peut-être dans la taxation zéro et l'optimisation fiscale. Voyons cela ensemble. De nombreux pays, voire des régions au sein de pays, proposent de façon récurrente et depuis des années des schémas fiscaux destinés à attirer des investissements étrangers ou nationaux dans le but de favoriser l'embauche de salariés locaux. Quoi de plus naturel? L'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg sont des champions du genre. Mais il y a aussi la Belgique et la Suisse, notamment pour des particuliers fortunés, sans parler de tous les paradis fiscaux plus exotiques tels que Singapour, Panama ou les îles Caïmans. La France a aussi, dans le passé, mais encore aujourd'hui, eu son lot de réglementations fiscales favorables. On ne se souvient plus trop des zones d'entreprise créées en 1986 à Dunkerque dans le nord ainsi que la Ciotat et la Seine dans le sud. Le but était d'attirer des investisseurs pour enrayer le chômage massif résultant de la fermeture des chantiers navals. Les sociétés qui s'implanteraient dans ces zones pour embaucher localement ne paieraient pas d'impôts sur les bénéfices pendant 10 ans. Le gouvernement français n'a pas eu à l'époque à insister outre mesure. Des grands groupes comme Coca-Cola, Dupont de Nemours, American Cynamid, spécialisés dans les herbicides, ou Ajinomoto, du secteur agroalimentaire, sont aussitôt arrivés et en ont largement profité. Ce faisant, ils ont créé de nombreux emplois dans les zones sinistrées et c'était bien le but et la raison d'être des lois de l'époque. Certes, ils n'ont pas payé d'impôts pendant 10 ans, mais tel était le contrat. Donc rien d'anormal et surtout rien d'illégal, même si les sociétés locales ont payé 0 impôt pendant 10 ans. Et il en va de même pour l'optimisation fiscale, c'est-à-dire le fait d'utiliser habilement les lois françaises et internationales en matière de droit des sociétés et de fiscalité pour faire des montages juridiques pour payer moins d'impôts et donner plus de dividendes aux actionnaires. Ici aussi, rien d'anormal ni d'illégal. On connaît tous l'adage Duralex sed lex, signifiant la loi est dure mais c'est la loi. On serait tenté ici de dire Dulce lex sed lex, c'est-à-dire la loi est douce mais c'est la loi. Mais il n'y a pas que la loi et la légalité des opérations. Comment justifier que des sociétés puissantes et des groupes internationaux puissent gagner des milliers, des millions, voire des centaines de millions de dollars ou d'euros en bénéfices et ne pas payer d'impôts?
Au-delà de la simple et stricte application des lois, n'y a-t-il pas un juste milieu entre le zéro impôt et le trop d'impôt? Les sociétés qui emploient des salariés peuvent-elles raisonnablement payer zéro impôt, tandis que leurs propres employés payent des impôts selon des barèmes applicables pouvant aller jusqu'à 45% et plus selon les pays? Comment accepter, en fait, qu'un employé qui gagne 30 000 euros par an paye, par exemple, 30% d'impôts sur ce revenu, tandis que la société fait de l'optimisation fiscale pour payer zéro impôt d'une part et enrichir les actionnaires d'autre part? Il ne s'agit pas ici de marxisme illuminé, mais de simple bon sens et de justice sociale. Dans un monde qui chaque jour demande plus de justice, d'éthique et d'équité, de telles situations d'écart entre les sociétés et les employés, voire entre les riches et les pauvres, sont de plus en plus inacceptables pour un nombre croissant d'individus et de groupes de pression qui usent et abusent des réseaux sociaux pour faire valoir leur position. En droit, on distingue les individus des sociétés en parlant de personnes physiques et de personnes morales. Il est vrai qu'il peut paraître cocasse de parler de personnes morales dans le contexte de l'optimisation fiscale dont il est question ici, où justement la morale semble être largement bafouée. Toutefois, personne morale ne veut pas dire société agissant selon la morale ou ayant une morale. C'est peut-être curieux, mais c'est ainsi. L'origine précise du terme personne morale est difficile à identifier. Il n'existait pas dans le Code civil originel en France, il serait apparu avec la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés. Quoi qu'il en soit, il pourrait être dangereux ou du moins hasardeux de vouloir introduire la moralité dans les affaires. Soyons clairs, il ne s'agit pas de dire ici ni de prôner que le monde des affaires est un monde qui est anormal ou qui doit être anormal au contraire à la morale. Il n'en est rien. En revanche, vouloir imposer la morale ou même une morale dans les affaires pose la très délicate question de savoir quelle sera cette morale et qui en déciderait et comment sera-t-elle déterminée, appréciée et jugée. La morale, en fait, est une série de codes relationnels qui évoluent avec le temps et l'espace en fonction des mœurs et des coutumes. La morale d'aujourd'hui n'est pas la même que celle du XIXe siècle, qui elle-même n'était pas la même que celle du XVIIIe siècle, et ainsi de suite. Qui plus est, la morale en France n'est pas la même que celle en Arabie Saoudite, pas plus que celle en Corée du Nord, pour ne prendre que quelques exemples. En réalité, il convient à la loi, c'est-à-dire au législateur, d'introduire les paramètres de la morale dans les règles sociétales en vigueur. Le législateur va donc voter des lois qui tiennent compte, plus ou moins, des canons de la moralité de l'époque, y compris pour les sociétés. Normalement, nos élus doivent représenter le consensus majoritaire. Parfois, ils préfèrent suivre la minorité vociférante, mais cela est un autre débat. En conclusion, le projet de taxation universelle veut répondre à une exigence de plus de justice et d'équité dans les affaires. Il risque de se heurter aux difficultés de la moralité des affaires, qui est par essence très évolutive. Toutefois, n'est-il pas évident que si les salariés et personnes physiques payent leurs impôts, tous, y compris toutes les personnes morales, devraient aussi en payer? Merci.